Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, sur le nouvel épisode de l'émission Espace-Temps. Et aujourd'hui, émission spéciale, puisque nous allons parler d'astronomie, mais plus précisément d'astronautique, puisque nous allons un peu à la conquête de l'espace, à travers l'émission Apollo, et voir peut-être en fin d'émission, aller voir un peu plus loin que la Lune. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui déjà de mon cher acolyte, Sican. Bonjour, bonjour. Et on a la compagnie d'un... Il va faire son modeste. D'un grand planétologue, donc spécialiste, on va dire, de la géologie des planètes, entre autres de la Lune, mais également de Mars. Et j'ai donc le plaisir de présenter Charles Frankel. Bonjour, Guy-Emmanuel. Et donc Charles Frankel est avec nous aujourd'hui et il va nous, donc comme je l'ai dit juste avant, il va nous parler des missions Apollo, des petites spécificités de leur mission, mais également des techniques de leur technologie, on va dire. Et également peut-être, comme je disais, voir plus loin, aller s'approcher de la conquête peut-être martienne et même la future reconquête lunaire, qui a déjà commencé avec les Chinois d'ailleurs. Les Chinois s'y intéressent. Beaucoup. C'est peut-être je dirais pas une nouvelle guerre froide, peut-être une guerre économique. Ça peut certainement bouter le train de ceux qui s'endorment sur leur laurier. On ne dira pas qui pour l'instant, mais on commence à comprendre un petit peu. Mais tout d'abord, on va peut-être parler de science en général et de news. On va faire les news. Alors, qu'est-ce que tu as ramené encore aujourd'hui dans ta petite hotte, mon cher Sican ? Alors aujourd'hui, je vais faire light parce qu'on a un programme qui est un peu chargé, donc du coup, on va être gentil au niveau des news. Au niveau paléontologique, déjà, on a des crowdfunding qui ont été ouverts récemment. Alors c'est plutôt sur Internet parce que c'est un média qui est beaucoup plus large maintenant aujourd'hui et qui est beaucoup plus accessible. On a un projet qui s'appelle le projet Vorax, qui est un projet qui vise à reconstituer un pliosaure qui a été découvert près d'Angers, dans la région saumuroise. Et ce pliosaure a été découvert dans le plafond d'une maison troglodyte. Alors le squelette est très très partiel, puisqu'il n'y a que 10% du spécimen, mais c'est un animal qui vivait au Turonien. Donc pour ceux qui ne situent pas trop, c'est au niveau du Crétacé inférieur. Il faut savoir que les restes de vertébrés de cette époque sont relativement rares. Donc c'est tout l'intérêt justement de ce spécimen, parce que les pliosaures sont quand même des animaux qui sont assez bien connus aujourd'hui, mais les vertébrés de cette époque sont relativement rares, et c'est là qui fait tout l'intérêt justement de cette espèce. Alors tu m'as dit pliosaure, c'est ça ? Pliosaure, donc oui. Donc pas plésiosaure, donc court plutôt. Alors, pour oui, c'est un plésiosaure, plésiosauroïde, mais voilà. C'est un pliosaure, donc c'est court. Ouais, c'est la famille des liopleurodons, les choses comme ça, les espèces de... Alors, chronosaure aussi. Voilà, j'allais dire, je vais schématiser un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de gros crocodile avec des nageoires à la place des pattes. Eiffel, voilà. Si nous écoute, ne t'énerve pas trop, là, c'est normal. Il a perdu 4-5 cheveux. Donc, un grand reptile marin de l'époque. Voilà. C'est ça, un grand reptile marin. Un dinosaure marin. Voilà, donc toi tu sors. Voilà. Et l'autre projet, donc ça va faire plaisir à notre ami Julien Benoît, Julien Benoît, que dis-je, qui a lancé son crowdfunding pour réaliser une expédition dans le bassin du Karoo en Afrique du Sud, puisque c'est une zone qui est très très riche en restes de thérapsides, si je ne me trompe pas. Alors là, on est au niveau plutôt du Permien, donc c'est beaucoup beaucoup plus ancien que le Turonien. On est plutôt vers 250 millions d'années. Et donc cette région est tellement riche que il suffit de se baisser en fait pour ramasser les os, mais les expéditions, ça a un coût, il faut quand même nourrir les paléontologues qui s'y rendent, etc. Donc il a fait une levée de fonds, il a été aidé par notre ami Cédric Jurassic, qu'on connaît aussi bien sur YouTube. Grand vulgarisateur. Voilà, donc d'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais Julien Benoît est aussi sur YouTube avec la chaîne Stop Science. Il y en a peut-être qui connaissent mieux d'ailleurs Stop Science que le nom de Julien Benoît. Et donc c'est le projet là qui s'appelle Trinax, donc de mémoire ça s'écrit THRINKS, voilà, pourquoi faire simple. Et donc ils étaient pas loin d'avoir récolté les fonds, il me semble que la dernière fois que j'ai regardé ils étaient à 80%, donc c'est quand même relativement rapide. On est à 5000 et quelques, je sais pas, on est pas 5600 je crois, 5600 oui, euros, alors que 6500 je crois. Ouais, et c'est vraiment très, très encourageant parce que ça a été lancé il y a une semaine ou deux, pas plus. Un petit peu plus d'une semaine, je crois. Voilà, une semaine ou deux, mais vraiment pas plus. Donc, les fonds ont été récoltés vraiment, vraiment très rapidement. Voilà.
Donc c'est tout du côté paléontologique. On va se retourner vers le ciel cette fois-ci. Et à la fin du mois, on a la Lune qui va être du côté sud. Il faudra regarder du côté de Jupiter. Non, pas encore tout de suite de Jupiter, de Sagittaire. Du Sagittaire. Et donc ce sera le 27 où elle sera à côté de Jupiter. Le 28, elle sera juste au-dessus du Sagittaire. Et le 29, on la verra à côté de Saturne. Donc c'est vraiment 3 jours où on peut observer la Lune et en observant justement des astres assez sympas à regarder, même avec des jumelles. À l'œil nu, c'est faisable, mais il faut avoir des bons yeux. Mais avec des jumelles, on peut, je pense, observer des choses déjà assez intéressantes, en tout cas du point de vue planétaire. Et elle sera comment? En premier quartier ou un peu plus que ça? Bonne question, il me semble qu'elle sera en premier quartier. Oui, on a un croissant en ce moment qui est assez mince. Donc là, on dit dans 10 jours, en fait. Oui, c'est ça. Alors, on se rapproche de la pleine. On se rapproche de la pleine lune, Non, carrément. Du coup, oui, on sera en pleine lune. Ouais. On sera en pleine lune, à peu près. Faut que je vérifie, mais oui. Ouais. Et par contre, le 29, donc, Saturne vite, la Lune. Voilà, donc tu ressors maintenant. Okay. J'ai essayé une blague, voilà, bon, ça tombe à l'eau. Ouais, pas mal quand même, non? Le mignon en plus. Saturne, Hein, c'est ça. du moment que c'est pas en dessous de la ceinture comme la plupart, voilà, moi j'essaie de faire des blagues intelligentes. Voilà, mais bien sûr. Voilà, ça marche pas. Et ben c'est tout pour moi aujourd'hui parce que vraiment il n'y avait pas grand chose. Et ben moi je ça dis qu'on tombe peut rajouter plutôt bien. une news. Ah bah moi je suis pas au courant. Parce que Alors, si, peut-être là que c'est je quand sais, même c'est quand même un grand pas en avant. Les États-Unis se remettent un petit peu au devant de la scène. C'est depuis peu avec SpaceX, donc Oui. avec les efforts de ce grand Monsieur Elon entrepreneur, Elon Musk, on a envoyé. Alors, ça sera le futur module habité, puisque là, quand on l'a lancé et qu'on l'a fait s'arrimer, à la station ISS, il était déshabité. On peut dire ça. Hein, il était déshabité. Personne à bord. Voilà, personne à Un bord. mannequin. Voilà. Juste un mannequin. Oui, un mannequin avec Oui. quelques des peluches dedans. J'ai vu qu'il y avait une petite. Alors, ça m'étonnerait pas d'Elon Musk, oui. Et donc, alors, comment c'est le Dragon? Oui, c'est Crew Dragon. Crew Dragon. Alors, il doit avoir un terme plus technique, mais Crew Dragon, c'est-à-dire c'est un module que SpaceX fabrique déjà depuis longtemps comme uniquement un cargo de fret pour la station spatiale qui amène juste les vivres, etc. Et là, ils ont fait une version 2 qui est celle-ci pour accueillir des pilotes, des astronautes pour justement faire la jonction avec la station, parce que pour le moment, les Américains dépendent des Russes et du vaisseau Soyouz, et ils veulent réacquérir bien sûr leur indépendance. Donc ils ont passé contrat avec 2 constructeurs pour leur fabriquer des cabines, Elon Musk d'un côté et Boeing de l'autre. C'était Boeing. Et si je me trompe pas, c'est le premier module habité reconstruit, réutilisé par les Américains depuis l'arrêt de la navette spatiale. Oui, puisque c'est une cabine, et d'ailleurs même la fusée, ça c'est la particularité d'Elon Musk, même la fusée est réutilisable puisqu'il a récupéré l'étage de lancement principal qui est venu se poser sur une barge. Ils ont simplement juste à vérifier les moteurs, ils la refont voler. C'est un écolo. Alors, recyclage. Hein. Il a tout compris. Hein. Bienvenue à Gattaca. Oui, ouais, c'est ça en plus. Tu l'as vu? Ah bah oui, quand même. Parce qu'à chaque fois que je te sors un film de science-fiction, tu fais non. j'ai pas vu. Non. Attends, faut qu'ils aient au moins une dizaine d'années. Attends, tu veux que je fasse un test? Alors, tu l'as vu Interstellar? Tu me sors toujours le même à chaque fois. Attends, donc oui, l'étoffe des héros, tu l'as vu? Non plus. Alors l'étoffe des héros, et c'est un vieux film parce qu'il date des années 1984. Ça doit être ça. Oui, Ouais, c'est 83, oui, 84. C'est un vieux film avec Sam Shepard, grand acteur de l'époque, dans un des rôles principaux. Et puis dans la même mouvance, un peu plus tardif, mais tout aussi bon, ça Apollo 13 de Ron Howard, qui a repassé à la télé récemment. Allons, il est repassé à la télévision encore. Il faut le voir. J'ai les DVD à la maison, j'ai les Blu-ray. Je lui ai dit, on va se faire des soirées, on va revisionner ça ensemble. Vu le nombre de films qu'il faut que je vois, je pense qu'il faut plutôt partir sur un week-end, une complète. Non, une année, complète. Oui, ça va être sympa, tu vois. On va faire. On peut te passer les premiers films des frères Lumière aussi, si tu les as pas vus. Alors là, on va remonter loin quand même. Comment il s'appelle le gars là, avec la lune là Georges Méliès. Ah voilà. Ah oui, alors là évidemment c'est absolument incroyable ce qu'il a inventé à l'époque. Fondateur des effets spéciaux. Fondateur des effets spéciaux, mais c'était de la magie ce qu'il a fait. Bon, il y a les Sélénites, c'est pas forcément très. Mais bon, c'était l'image un petit peu folklorique de l'époque. Il fallait que ce soit intéressant à voir. Mais c'est.
Je vais te montrer tout ça, tu verras. On fera ça. Sympa. Donc voilà notre petit news, assez sympathique parce que bon après qu'est-ce qu'on dit, une conjonction, c'est une conjonction que tu nous as montré avec Saturne et Jupiter. Oui, quand Conjonction. vous avez deux astres dans le même endroit du ciel, oui, on appelle ça une conjonction entre deux astres. Et non pas absolument. une occultation parce que là ils vont pas passer devant, ils vont passer Non. à côté. Non, juste à c'est côté. ça, à côté. Tiens, le petit Mais du côté coup, c'est sympa technique. parce que c'est plus facile à repérer pour ceux qui connaissent pas. Voilà, tout à fait. Donc, si vous ne savez pas où est le Sagittaire, c'est le 26, 27, 28 et 29. le 27, 28 et 29. Ça, Vous saurez où voilà. se trouve votre constellation, vous qui êtes né dans le Sagittaire. Tout à fait. Eh ben, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On prend une fusée ? On prend une fusée. On prend une fusée, on décolle ? On y va. Allez, Allons-y. let's go, on envoie l'astronomie. Et voici, nous avons allumé pas les boosters, on a allumé les moteurs là, parce que à l'époque de la Saturne V, c'était pas encore des boosters. Oui, les boosters, c'est des propulseurs d'appoint qui sont sur le côté de la fusée en parallèle. Là, la Saturn V, c'était un très gros calibre au départ, un engin quand même. On n'a jamais fait aussi grand. Je veux dire, c'est une fusée, c'est incroyable. C'était il y a 50 ans. Il ne faut pas oublier qu'en fait, cette année, le 50e anniversaire des vols des Saturn V. C'était en 69 à l'époque, 68 pour la première lancée autour de la Lune, Apollo 8. Et puis donc maintenant, on arrive cet été à l'anniversaire d'Apollo 11, il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, ce qu'on fabriquait était absolument hallucinant. Enfin, cette fusée géante, 3000 tonnes, on était en train de dire avant l'émission, c'est à peu près la moitié de la masse de la Tour Eiffel. Vous faites démarrer une demi-tour Eiffel depuis le pas de tir de Cap Canaveral. Il faut soulever 3000 tonnes. Il y a 5 réacteurs qu'on appelait les F1. Ça n'a rien à voir avec la Formule 1, mais bon, c'était comme ça qu'elles étaient matriculées. 5 moteurs F1. Chacune crache des gaz à haute température en brûlant kérosène et oxygène liquide. Chacune a 750 tonnes de poussée. Donc au total, ça fait à peu près un peu plus de 3000 tonnes. Et ça se soulève très lentement, cette masse. C'est vraiment très majestueux, un décollage de Saturne V. Il brûle, on était en train d'en parler, pratiquement 2 tonnes de carburant par dixième de seconde. 20 tonnes de carburant toutes les secondes sont brûlées. Autant d'énergie que toutes les centrales électriques des États-Unis allumées en même temps. C'est ça la puissance. Alors, quand on est spectateur, eh ben, une onde de choc, un bruit sourd qui arrive avec la vitesse du son. Donc, si vous êtes à quelques kilomètres du pas de tir, vous n'entendez rien pendant plusieurs secondes avant que le sol se mette à vibrer et que le son vous transporte totalement. Et si vous êtes à bord, alors c'est encore plus impressionnant parce que ça fouette. Vous êtes tout en haut d'une fusée qui fait 110 mètres de haut et vous êtes ballotté de gauche à droite parce qu'en plus, il y a les réacteurs d'attitude qui constamment, enfin c'est des petits réacteurs sur le côté qui sont constamment en train de vous remettre exactement dans le bon angle parce qu'en plus, la fusée doit tanguer légèrement lors du décollage pour éviter de taper dans la tour de service qui est à côté d'elle, qui avec tous les cordons ombilicaux qui lui donnaient l'électricité avant le décollage. Donc, une fois que tous les cordons sont coupés et qu'elle s'élève, il ne faut pas qu'elle tape dans la tour. Donc, elle commence à s'incliner légèrement pendant le décollage. Alors, vous êtes en haut, il y a tout ça qui se passe en même temps. Vous entendez le bruit assourdissant, évidemment, des réacteurs parce que vous n'avez pas encore franchi le mur du son. Donc vous entendez ce qui se passe. Et en plus, la fusée vibre. Les vibrations sont... vous voyez même plus vos cadrans sur les tableaux de bord. Enfin, c'est véritablement épique pour ces 3 hommes qui sont à bord. Un véritable Space Mountain. Je pense que là... Ouais, d'un autre niveau quand même. Oui, d'un autre niveau, un gros dessus quand même. Hein. Par contre, je veux bien prendre un billet, moi, mais bon. Donc ça, c'est le décollage. C'est le décollage de Saturne V. Mais justement, d'où vient ce progrès ? Grâce à quoi les Américains, ou même d'autres, on pourra en parler après, mais grâce à quoi les Américains ont pu avoir accès à cette technologie ? Alors ça a tout démarré évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale avec les armes de destruction massive qu'avait imaginé l'armée nazie. Et ils avaient la chance d'avoir des ingénieurs qui étaient des ingénieurs assez pacifiques, qui bidouillaient des fusées quand ils étaient jeunes, qui ont été récupérés par l'armée allemande, à qui on a donné carte blanche et des fonds évidemment infinis pour développer des fusées. Et parce que à la fin, l'armée nazie se rendait compte que ça pourrait faire effectivement des armes impressionnantes. Et c'est donc un certain Werner von Braun, qui était donc un ingénieur génial de l'époque, très jeune d'ailleurs,
qui est en charge de ce programme pour les nazis, qui développe le célèbre V2, ce missile qui fait une quinzaine de tonnes, une quinzaine de mètres de haut d'ailleurs, qui va être lancé contre Londres, même contre Paris et contre Anvers en Belgique, et qui va faire des petits dégâts parce qu'on peut mettre quand même 1 tonne d'explosifs au bout. Il a une précision assez vague parce qu'il fonctionne avec un petit gyroscope. On lui donne les coordonnées à atteindre, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la précision des armes d'aujourd'hui. Donc, il ne fait pas énormément de morts, mais il en a fait, hélas. Et lors de la capitulation des nazis, les Américains et les Russes se dépêchent d'essayer de récupérer tous ces ingénieurs. Von Braun sait très bien qu'il a le choix entre se rendre aux Américains et se rendre aux Russes. Il choisit évidemment de se rendre aux Américains, parce que d'autres ont été attrapés par les Russes, ont connu des sorts peut-être un peu moins favorables. Lui et son équipe se sont rendus aux Américains et ont été exfiltrés aux États-Unis, où ils ont été envoyés sur une base de l'armée de terre, d'ailleurs, c'était l'armée de terre qui était en charge des missiles à l'époque, en plein cœur de l'Alabama, près du Mississippi. Et là, ils continuent à développer les V2, parce qu'en plus, les Américains ont récupéré plein de matériel, même des V2 entiers qu'ils ont transbahutés aux États-Unis. Et là, en très peu de temps, puisque Dès les années 50, Von Braun fait voler des fusées déjà assez sophistiquées, toujours basées sur le V2. Et puis, de fil en aiguille, il va développer des fusées de plus en plus puissantes. Et ça va mener justement à la Saturn V à la fin des années 60. Il n'aura fallu que quand même 20 ans. Mais en 20 ans, il a développé la fusée la plus prodigieuse de tous les temps. Tout à fait, la plus haute et la plus lourde. Ouais. Qui fonctionne. Et qui a fonctionné à tous les coups. Il n'y a eu aucun échec. Il y a eu... parce qu'à chaque fois, ça a été le module de commande qui a dysfonctionné. Oui, les seules choses qui ont dysfonctionné, ça n'a jamais été la Saturn V. Même les vols d'essai ont fonctionné. Alors, quelques problèmes mineurs qui ont été rectifiés. Qui s'arrête plutôt que prévu, mais qui est rattrapé par les deux autres. Des vibrations quand même très inquiétantes, ce qu'on appelle l'effet pogo. Quand vous avez des instabilités de combustion, vous avez la fusée qui fait des secousses, comme quand vous êtes en voiture et que vous calez. Sauf que là, ça se passe à très haute fréquence et vous êtes ballotté en avant, en arrière. Alors, on pense que les canalisations vont péter, donc ça, c'est un problème. Mais tous ces problèmes ont été résolus. Et c'est sur seulement le 3e vol de la fusée qu'on met un équipage. On n'aura fait que 2 tests avant à vide. Et sur le 3e exemplaire Saturn V, Apollo 8, on lance des hommes et le vol se passe parfaitement. Et puis ensuite, donc Apollo 10 et Apollo 11 vont réutiliser cette fusée Saturn V. Mais avant de parler des missions Apollo, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des précurseurs, il y a eu des missions, il y a eu les missions, alors d'abord, si je ne me trompe pas, c'est Mercury. Tout à fait. Voilà, et après, qui ont suivi, il y a les missions Gemini, qui ont vraiment préparé les futures missions Apollo. Oui, parce qu'il fallait tout apprendre de zéro. Alors, Mercury, c'était une petite capsule, pratiquement sur un V2. La première fusée utilisée par Shepard et Grissom pour faire un bond de puce, c'était une Redstone. C'était un missile totalement dérivé du V2, pratiquement avec le même moteur. Ensuite, on est passé à Glenn, etc., une Atlas de l'armée de l'air qui était un peu plus puissante. Et puis, et donc ça, c'est des vols mono. C'est des vols dans une toute petite capsule, plus petite qu'une 2 chevaux, bien plus petite qu'une 2 chevaux, avec une boîte de conserve. Ensuite, à partir de 1965, ce sont les vols Gemini, de 65 à 66. En 2 ans, ils envoient 9 équipages, 9 tirs. Donc là, ça tirait tous les 3 mois. C'était quelque chose de fou. Et ils ont tout appris. Pendant ces vols Gemini, ils ont appris d'abord à être plusieurs, à faire des vols de longue durée. Ils ont battu le record, ils ont détenu le record de l'époque, 14 jours passés en orbite, en scaphandre, et sans pouvoir bouger. Alors là, imaginez effectivement, vous êtes 2 personnes dans une 2 chevaux, avec un scaphandre, que vous ne pouvez pas bouger pendant 14 jours. Voilà un peu le genre de mission de malades qui se tapaient. Et pendant les missions ultérieures, ils ont appris d'abord à sortir de leurs 2 chevaux, à sortir de la cabine Gemini, à marcher dans l'espace. Ça, c'est Ed White qui a fait ça. Il avait été précédé par un Russe le mois d'avant, à faire une marche dans l'espace. Là, nous sommes en 65. Ils ont appris à faire des rendez-vous dans l'espace, c'est-à-dire à rattraper un autre véhicule qui avait été lancé avant sur une orbite similaire, arriver à la rattraper, arriver à s'y arrimer, en douceur, parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir maîtriser tout ça pour les vols Apollo. Agena. Oui, c'est ça. Ils lançaient d'abord donc un étage de fusée vide
quelques heures avant le décollage de l'équipage, c'était un 3e étage d'une fusée Atlas Agena. Et donc, c'était l'étage Agena vide qui leur servait de cible. Et plusieurs fois, ils ont réussi à s'y arrimer. Et de temps en temps, ils ont eu des problèmes, comme celui dépeint dans le film donc First Man, où on voit Neil Armstrong et David Scott, qui pilotent Gemini 8, qui s'y arriment et qui ont un problème de moteur fusée coincé en position ouverte, qui les fait partir dans un roulis absolument diabolique, dont ils arrivent à s'en sortir, mais c'était très chaud. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, magnifique bruit qu'on entend dans l'espace dans ce film. Oui, là c'est une erreur, enfin c'est un parti pris du réalisateur de First Man, que quand ils partent en vrille dans l'espace, à faire des tours sur eux-mêmes, on met un bruit whoosh, 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 comme s'ils étaient dans le vent à tourner. Comme les pales d'une éolienne, oui. Alors qu'évidemment dans l'espace il n'y a pas de son, vous ne brassez rien du tout, donc ça c'est un peu décevant parce que ça aurait été beaucoup plus spectaculaire que ça se passe dans un silence de mort justement, de voir simplement l'horizon terrestre qui tourne comme une toupie, et ça aurait été véridique, mais bon, c'est un parti pris du réalisateur. Tout à fait. Et ben justement, pour continuer, on va partir sur cette problématique de la conquête spatiale, c'est aussi les risques, parce qu'on le voit bien, et alors ça c'est quelque chose qui est vraiment bien dépeint je trouve dans le First Man, c'est qu'on voit que Neil Armstrong par 3 fois s'approche très près de la mort. Ah oui. Que ce soit avec le X-15, donc là c'est pour des missions d'essai pour l'armée, ouais. Non, dans le civil, mais bon, pour le compte de l'armée quand même. Il y a également le problème avec Gemini. Oui. Et il y a également le test d'un prototype qui permet de présager un peu le LEM qui va servir à l'unir. Voilà, où il s'éjecte vraiment dans les dernières secondes. Oui, c'est une plateforme volante qui est censée simuler un alunissage. Donc c'est une plateforme volante à laquelle on a mis un moteur à réaction, ou c'est un moteur fusée, un moteur à réaction qui coupe le poids de la plateforme, qui la fait tomber, pas à la vitesse de la gravité terrestre, mais qui coupe 5/6 de sa chute. Donc la plateforme chute à 1/6 de la vitesse à laquelle elle devrait chuter, comme si elle se posait sur la Lune. Ça, c'est un réacteur principal qui est sous la plateforme. Et puis, vous avez l'astronaute qui est juché sur cette plateforme avec des manettes de commande. Il y a plein de petits moteurs auxiliaires pour le faire tourner dans tous les sens, pour faire des changements de trajectoire, ce qu'il pilotera sur la Lune, en fait. Et à un moment donné, en fait, c'est une erreur toute bête, c'est qu'il tombe à court de carburant. On a mal jugé la quantité de carburant à bord, et soudain, il n'a plus de contrôle. La plateforme commence à partir en vrille, et il doit s'éjecter à quelques mètres du sol en siège éjectable parachute, ce qui est toujours quelque chose qu'un pilote n'aime pas faire, parce que vous prenez un sacré coup dans le dos, vous fait même gravement vous casser le dos avec ce genre d'accélération brutale. Il s'en sort, effectivement, sa plateforme s'écrase en flammes, et lui descend en parachute, et on voit la séquence dans First Man. Et il me semble qu'à un moment donné, on voit la séquence véritable de l'accident, en images réelles de l'époque. Oui, parce que je l'ai vu régulièrement sur Google Images. Sur Google il y a un montage, il y a des... Oui, voilà. On en voit beaucoup on voit ce passage-là, on voit vraiment une sorte de plateforme qui fait ça et qui tangue, et on voit le pilote, et là c'est connu. Mais beaucoup de gens ne savent pas que justement la personne qui s'éjecte, c'est Monsieur Neil Armstrong. Qui malheureusement nous a quittés il y a 5-6 ans maintenant. 5-6 ans déjà. Ouais. Et donc là, on voit véritablement la dangerosité au niveau des missions ou des entraînements, puisque les accidents les plus graves ont eu lieu à l'entraînement en plus, chez les Américains. Le plus tragique, ça a été quand même Apollo 1. Tout à fait. Donc, où trois astronautes ont péri lors d'essais au sol et dans le module de commande d'Apollo. C'était les premiers tests d'Apollo avant même qu'ils volent dans l'espace, et ils font une opération de routine sur la rampe de lancement, mais personne ne pensait qu'il y avait danger. Il n'y avait même pas de carburant à bord de la fusée, mais ils devaient faire des tests radio en particulier avec la tour de contrôle parce qu'il y avait plein de problèmes à déverminer. Et puis, grand problème, il y a eu un court-circuit à bord, et la cabine était gonflée d'oxygène pur, et tout a brûlé, y compris les pauvres astronautes qui sont morts asphyxiés en une quinzaine de secondes.
Oui, alors ça c'est l'un des détails malheureusement, c'est qu'apparemment il serait mort, non pas brûlé, mais vraiment asphyxié, en quelques secondes. Oui, de toute façon la température c'est devenu une fournaise à l'intérieur et ils ont respiré, ils étaient en scaphandre, mais ils ont respiré que c'est sous pression, oxygène et comme les oxygène pur. Ouais. Oxygène pur. Et la grande erreur à l'époque, c'était de effectivement au sol, dans l'espace, on utilisait de l'oxygène pur, mais ça allait parce qu'elle était à faible pression. On n'utilisait pas de l'azote que nous respirons, mais qui ne sert à rien. Nous, ce qui nous importe dans notre atmosphère, c'est de consommer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Or, il n'y a que 21% d'oxygène dans l'air. Le reste, ça ne sert à rien. Donc, à bord d'une station spatiale, un vaisseau, si vous mettez 20 ou 30% d'oxygène et rien d'autre, à moins de pression, donc vous n'avez que de la pression d'oxygène, c'est relativement bénin. Mais s'il y a un court-circuit, ça va causer des problèmes. Mais là, comme ils étaient au sol, c'était pas pression réduite, c'était même plus qu'une atmosphère de pression d'oxygène. Elle était gonflée à bloc d'oxygène. C'était une erreur, mais complètement idiote et tragique, mais comme la plupart des accidents bêtes. Et donc, du coup, tout a flambé de façon spontanée. Eh ben, avant de continuer, alors sur une note moins triste, moins triste, on va peut-être mettre une petite musique. Donc, qu'est-ce que tu nous as proposé là ? Je pense que David Bowie est incontournable puisque à l'époque il avait composé Space Oddity et que c'est une super musique spatiale. Donc, on va faire un petit hommage à Elon Musk. Et à Elon Musk, qui a repris pour le vol de sa voiture. Il a envoyé un mannequin dans l'espace dans sa décapotable qui a vogué vers Mars. C'était il y a un an. C'est ça, oui. Et sur le tableau de bord, il fait jouer du David Bowie. Donc David Bowie est en train de tourner en boucle dans l'espace en ce moment. Allez, c'est parti, David Bowie. Et donc nous revoilà. Alors on n'était pas sur une note forcément très positive parce qu'on a parlé des accidents. Et on va finir par ces accidents. Alors après tu pourras compléter par rapport à ce que je vais dire. Malheureusement, je crois qu'à la même période, ceux qui ont eu les plus gros déboires avec les pertes humaines, ça a été quand même les Russes. Oui. Alors les Russes ont perdu. En fait, les Américains ont perdu 3 hommes et c'était en janvier 67. Or, en avril 67, si je ne me trompe pas, c'est le tour des Russes d'avoir un accident fatal avec le premier essai de leur vaisseau Soyouz 1. C'est la course à l'espace, tout le monde se dépêche, même si les vaisseaux ne sont pas prêts. Pour les Russes, il était inconcevable de prendre plus de retard. Donc, ils lancent leur première mission, qui devait d'ailleurs être une mission double. Il devait y avoir Soyouz 1 et Soyouz 2 qui allaient faire un arrimage dans l'espace. Ils allaient rattraper leur retard sur les Américains. À bord du premier Soyouz se trouve Vladimir Komarov, dont la doublure n'était autre qu'un certain Yuri Gagarin. Et Gagarin avait fait des pieds et des mains pour que le vol n'ait pas lieu, en utilisant de son prestige auprès du Politburo, mais qui n'en a eu cure et qui a autorisé quand même le vol. Komarov, paraît-il, était livide au moment d'embarquer parce qu'il savait très bien que ça allait mal tourner, qu'il y avait tellement de problèmes. Et effectivement, il n'y a eu que des problèmes. Dès qu'elle arrive, le décollage se passe bien. Enfin, ça, c'était bien. Et puis, une fois qu'il est en orbite, c'était un nouveau système d'électricité. Ça allait être des panneaux solaires. Il y en a qu'un sur 2 qui se déploie, donc il n'a que la moitié d'électricité qu'il doit avoir. La radio fonctionne plus, la radio principale fonctionne plus. Les moteurs d'attitude pour contrôler le vaisseau, le régime automatique ne fonctionne pas. En régime manuel, il s'avère complètement différent de comment il devait se comporter. Et finalement, le vaisseau très mal stabilisé, Komarov arrive à le stabiliser, il fait une rentrée en urgence dans l'atmosphère terrestre. On l'autorise à parler à sa femme avant parce qu'on pense qu'il va avoir encore un problème et qu'il s'en sortira sans doute pas vivant. Et effectivement, le parachute se met en torche en plus. Non seulement il arrive bien à rentrer dans l'atmosphère terrestre, mais manque de bol. Il y a un ultime problème, c'est le parachute qui ne fonctionne pas et il s'écrase. Donc décès de Vladimir Komarov. Et là aussi, grand coup, grand retard pris par les Russes. Et leur fusée qui devait justement envoyer vers la Lune, leur fusée a totalement échoué. Oui, là, en parallèle, voilà. Alors, ils avaient plein de projets parallèles, à la différence des Américains. Les Américains étaient tous concentrés sur un objectif, c'était clair, net, précis, tout le monde fonctionnait dans le même sens. Et ça, c'était une prouesse politico-économique extraordinaire. C'est que tout le monde a profité aux États-Unis, enfin tout le monde, toutes les sociétés ont été mises sur le pont pour participer à l'effort, on va dire, de guerre Apollo. Chez les Russes, schéma inverse,
on est totalement dispersé. Il y a des guerres intestines entre les différents ministères. Tout le monde veut tirer sa couverture à lui. Tout le monde propose un projet différent. Il y a 3 projets parallèles qui sont développés pour envoyer des hommes sur la Lune par les différents ingénieurs qui ont l'oreille de l'État, qui sont bien vus par l'État. Et donc finalement, aucun n'aboutira. D'autant plus que l'équivalent de Wernher von Braun en Russie va décéder en 1966, c'est-à-dire au moment où on a le plus besoin de lui, et tout va capoter du coup. Pas de chance, c'est russe, là. Pas de chance. En plus, ils ont eu, alors après, il y a eu le problème de la première station spatiale, chez Salyut, je crois. Alors ça vient plus tard. Ouais, c'est plus tard. Ça vient plus tard, mais c'est en 71. Oui, c'est ça. Et donc Il y les a vols encore Apollo ont l'émission déjà Apollo. eu lieu. Mais Oui, il y a toujours. Il y a toujours, oui. toujours, ouais. Ça se passe à la fin d'émission Apollo. Là, les Russes ont essayé de botter en touche en disant mais on s'est jamais intéressé à la Lune parce que en fait ils avaient échoué, mais derrière le rideau de fer, sans qu'on le sache, ils ont essayé de détruire la plupart des documents sur leur fusée foireuse d'ailleurs, détruire les films, détruire tous les dossiers. Et donc en parallèle, ils ont dit ah oui, en fait nous on s'intéressait vraiment aux stations orbitales qui vont servir à la Terre. Nous on va pas dépenser de l'argent sur la Lune. Et donc ils développent une station orbitale qui est le Salyut. Et l'arrimage avec le premier Salyut va mal se passer. En fait, le désarrimage, l'équipage en quittant le Salyut, il va y avoir un problème de valve, de dépressurisation de la cabine, et les astronautes vont mourir, là aussi asphyxiés, mais dans l'autre sens, en perdant tout l'air qu'il y a à bord en quelques secondes. Et ce sont 3 cadavres qui reviennent automatiquement sur Terre, à bord donc de Soyouz 1. Donc, nouveau coup dur, effectivement, pour les Russes. Alors que le parachute, lui, a bien fonctionné. Et là, le parachute a bien fonctionné, mais en ramenant des cadavres. Et bah alors là, on va peut-être arrêter sur les problèmes. On va dire que les seuls réels gros problèmes qu'ont connus les Américains au niveau de leur vol, ça a été bien plus tard. Malheureusement, tragiquement, il y a eu dans les années 80, début des années 80. D'ailleurs, c'était la première astronaute civile. Oui, avec le Challenger. Oui, tout à fait. Ça, c'était donc on est en janvier 1986. 86. Ouais, janvier 86, et c'est l'explosion de la navette Challenger au décollage après à peu près 1 minute de vol. Une erreur, on pourrait presque dire d'orgueil des Américains qui pensaient pouvoir lancer que la navette fonctionnait parfaitement, avaient un peu relâché leur attention. Or, ils ont tiré dans des conditions météorologiques très défavorables après un coup de gel, ce qui est très rare en Floride. Et en fait, c'est le gel qui a fragilisé des joints en caoutchouc entre différents segments du booster à poudre, qui a eu une fuite lors de sa combustion et qui a œuvré comme une torche, comme un chalumeau, et a brûlé et fait exploser le réservoir d'hydrogène mitoyen. Et les 7 astronautes sont morts, y compris donc une civile qui était une professeure de lycée, McAuliffe, j'ai oublié son prénom, Christy McAuliffe. Alors le grand drame, c'est que tous les écoliers regardaient en direct le vol, évidemment. Tous les profs avaient arrêté les cours. Je l'ai regardé, on l'avait regardé nous à l'école aussi, voilà. En France aussi. Donc, tu vois, c'est fou. Et donc ça, c'était un drame très, très difficile à gérer d'un point de vue justement psychologique, de voir une cellule. Alors déjà, une cellule de crise pour un accident d'avion quand vous avez 150 familles endeuillées. Mais là, vous aviez toute l'Amérique endeuillée, tous les jeunes, tous les petits qui avaient vu la prof vedette qu'on leur avait vendue avant le vol, comment leur expliquer, ils sont tous morts en fait. Donc voilà, on va arrêter peut-être là les crises, du cosmos. Mais tout ça pour dire que c'était très risqué. Et à l'époque, par exemple, d'Apollo 11, les astronautes le savaient bien, ils avaient une chance sur 2 de revenir vivants. Jamais aujourd'hui, on imaginerait une telle prise de risque pour quoi que ce soit. Personne, aucun État, aucune société ne l'autoriserait. À l'époque, ça faisait partie des risques qu'on voulait bien prendre, d'une part parce qu'on était en état de guerre froide, toujours avec l'Union soviétique, donc c'était des pilotes, c'était des gens de l'armée la plupart, et pour eux c'était très important. On va au combat. Et ils allaient au combat. Mais Neil Armstrong et Buzz Aldrin et Michael Collins pour Apollo 11 savaient très bien qu'ils avaient qu'une chance sur 2 de revenir vivants. Finalement, ils sont tous revenus vivants
une fois qu'ils ont été lancés dans l'espace, tous les vols Apollo. Même Donc la en fait, 13. ouais, même la 13. Donc quand on pense qu'il y a eu une dizaine de vols, on se dit que les statistiques finalement n'étaient pas aussi mauvaises qu'on les faisait entendre à l'époque. Enfin, c'était quand même très 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 chaud. On va dire qu'ils avaient ils avaient de très bons ingénieurs. D'ailleurs, les pilotes eux-mêmes. Ouais. Et également, ils avaient un très bon centre de contrôle aussi à Houston aussi. Tout à fait, qui les secondait dans tout. On peut se dire comment est-ce qu'ils peuvent rattraper une erreur dans l'espace. Eh bien si, le centre de contrôle, c'était phénoménal. C'est pour ça qu'on peut se demander, souvent, on a des personnes qui nient la réalité des vols Apollo en disant ça s'est jamais fait, ça a été un coup monté, ils n'ont jamais volé à la Lune, ils ont fait ça en studio. On peut comprendre que Filmé par Stanley Kubrick. Filmé par voilà, il y a eu un faux documentaire fait par un réalisateur français d'ailleurs, bon, pour lequel je suis pas d'accord parce qu'il faut pas faire des faux documentaires parce que les gens zappent et s'ils voient pas la fin en leur disant haha on vous a bien eu c'était faux, comme ils ont zappé ils ont cru tout du long que c'était vrai et donc on va vers le révisionnisme historique, ça me dérange, mais c'est vrai qu'on peut se demander, se poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait, il y a 50 ans, avec les moyens qu'ils avaient, un truc aussi prodigieux. Et franchement, c'était un tour de force, ces vols Apollo. Alors moi, je vais être un peu l'antithèse. J'ai une petite question à te poser, parce que c'est quelque chose qu'on entend bien souvent sur la conquête spatiale. Mais pourquoi dépenser autant d'argent alors qu'on pourrait en faire quelque chose de plus, on va dire, terre-à-terre ? Simplement parce que c'est la réelle politique. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez énormément d'argent qui circule dans l'industrie militaire et dans l'industrie donc aérospatiale qui lui est affiliée. Et cet argent, de toute façon, va être dépensé. Il va être dépensé pour faire tourner cette énorme machine de guerre, hélas, que nous avons construite dans notre société. Et donc, un peu ma réponse, c'est que vaut mieux dévier une partie de cet argent pour faire des vols civils plutôt que pour faire des bombes. Ça, ce serait ma première réponse. De toute façon, cet argent va être dépensé pour faire progresser cette industrie qui doit s'auto-entretenir. La deuxième réponse, c'est qu'il n'y a pas de retombée directe pour nous, les terrestres, d'un vol Apollo vers la Lune. On vous fera croire qu'on a inventé le micro-ondes ou des trucs comme ça. C'est totalement faux d'abord, c'était un mythe urbain. Le micro-ondes n'a jamais été inventé pour les vols Apollo, ni les sparadraps, les trucs à crochet. Là, le bardane, le scratch. Le scratch. Les scratchs n'ont jamais été inventés par la conquête spatiale. Donc, en fait... Velcro, voilà. Le velcro. Le velcro. Le velcro scratch, a été inventé par un ingénieur suisse en regardant comment certaines plantes s'accrochaient. La bardane, voilà. C'est ça. La bardane, comment ça s'accroche à vos vêtements avec ses petits crochets. Enfin bref. Et en fait, donc, l'intérêt de la conquête spatiale et de viser la Lune, ça a été surtout de rêver. Alors ça peut paraître bizarre, 20 milliards de l'époque, 100 milliards des euros actuels pour rêver, mais le rêve dans notre civilisation est hyper important d'un point de vue psychologique, comme moteur d'entraînement et fédérateur d'une société par rapport à toutes les crises qu'on nous rabâche à longueur de journée. Il y a de quoi se flinguer avant même d'avoir fait sa vie. Alors que pour les jeunes de l'époque, les vols Apollo ont été une source d'émerveillement et d'entraînement, au point que c'est vérifiable statistiquement. Vous regardez le nombre de diplômes qui est sorti des écoles d'ingénieurs pendant les années 60, 70, etc. Vous avez une courbe de Bell, comme on dit. Vous avez une bosse du nombre de personnes diplômées en ingénierie et en sciences qui coïncide exactement avec les vols Apollo et juste après. Et ces gens-là, eh bien, c'est la génération qui nous a donné la Silicon Valley, qui nous a donné Internet, qui nous a donné les télécoms, sans compter, bien sûr, la météo spatiale, qui sont là des dérivés immédiats de la conquête spatiale, mais pas d'Apollo, on va dire. Il y a simplement le GPS aussi, on peut dire. Et le GPS. Ouais. Alors, tout ça, mais enfin, pour répondre de façon courte à la question, c'est de l'argent qui est dépensé comme moteur d'entraînement de la société à des fins positives, de rêve, de visualisation du futur. Et la psychologie d'une société, c'est hyper important pour avancer.
Et on va dire que l'homme est fait pour avancer. Après, ça serait Oui. donné que je dirigiste un petit peu dans l'humanité, mais Non, c'est exact. on est des découvreurs, on est des explorateurs aussi. De toute donc, façon, oui, ça touche finalement une des qualités fondamentales d'Homo sapiens, qui est la curiosité et le questionnement. Et sans ça, on ne sait rien. Donc ça fait partie de nos gènes aussi. Et donc, le futur, parce que là, on a dit peut-être le besoin ou le pourquoi cette conquête spatiale, mais le futur, comment tu le vois? Est-ce que, véritablement, on peut voir dans un futur proche, par exemple, déjà retourner à la Lune? On commence déjà à y penser fortement et même à préparer de futures missions, déjà des sondes, voire bientôt de futures missions encore habitées, comme ce fut le cas pour les missions Apollo. Et pourquoi pas penser à Mars? Parce que Mars, ça fait des décennies qu'on en parle. Tous les 10 ans, on dit, bah allez hop, dans 10 ans, on y sera. Et bah ça fait à peu près 40 ans qu'on dit que dans 10 ans, on y sera. Oui, c'est ça. Moi, je suis un fervent partisan de l'exploration humaine de Mars, qui sera à nouveau une grande aventure sociétale qui dynamisera les esprits, que ce soit les jeunes et les moins jeunes, qui sera du même ordre de grandeur que le programme Apollo au niveau des fonds qu'il faudra investir. Mais bon, c'est un ordre de grandeur. Regardez, on a dépensé 100 milliards à nouveau d'euros pour la Station spatiale internationale. C'est un bel accomplissement technologique. Ça ne fait pas rêver les foules. Il y a un équipage qui part demain pour rallier la Station spatiale internationale. Je suis incapable de vous dire qui est à bord. Alors pourtant, je m'intéresse au programme spatial. Donc, pour vous dire que, hélas, ça ne motive pas les foules. Un vol vers Mars, en revanche, ça va détonner. Et ça va être une grande aventure de l'humanité. D'autant plus que Mars, il y a une finalité. C'est une planète habitable. Alors que pour l'instant, on ne va pas vivre éternellement dans une station spatiale à tourner en rond autour de la Terre, et sans doute encore moins sur la Lune. On nous présente la Lune comme encore un endroit où il faudrait aller parce qu'il y aurait des ressources à exploiter sur la Lune. C'est faux. Enfin, moi, j'en vois pas du tout en tant que géologue. Ça va être dur. Non, il y a rien vraiment de minable. C'est le cas de le dire. Il y a rien à miner, à prospecter sur la Lune. Il y a un serpent de mer. Le méthane. Non, l'hélium. L'hélium 3. Ouais, ça. Voilà. Parce que le méthane, c'est pour Mars, ça, je confonds. Oui. C'est des particules émanées par le Soleil qui se figent dans le sol de la Lune et qu'on pourrait ratisser parce que ça pourrait nous servir dans de futures centrales à fusion nucléaire sur Terre. Ouais, bon, moi je veux bien, mais enfin c'est pharaonique. C'est pharaonique, c'est possible, mais enfin je vois pas trop. Donc la Lune pour moi c'est un endroit très intéressant. Attention, moi vous me donnez un ticket pour la Lune, j'y vais tout de suite. Ma femme m'a même autorisé. J'y vais tout de suite. Parce qu'il y a une géologie. Ah oui, non, mais il faut travailler. Hein, c'est psychologiquement. Dès ce soir, je tente. Voilà, je vais tenter. Tu peux tenter. La Lune, très intéressante. Mais d'un point de vue scientifique, pour faire de la géologie, pour découvrir l'origine de la Terre, qui est commune aux deux astres, qui sont formés ensemble et qui ont une aventure mouvementée ensemble d'ailleurs, Mars, c'est beaucoup plus intéressant. D'abord, c'est plus grand. Ça a une atmosphère fine mais existante. Ça a beaucoup d'eau. Une masse d'eau considérable qui est gelée aux deux pôles. Si vous fondez les deux pôles de Mars, vous recouvrez toute la planète d'une flaque de 50 mètres d'épaisseur de flotte. C'est pas rien. Bien sûr, elle va couler plutôt vers les dépressions et vous aurez des mers qui font 1000 mètres de profondeur sur Mars si vous fondez la glace aux deux pôles. Donc vous avez énormément d'eau sur Mars. Qui dit eau dit déjà source énorme pour des futures colonies, l'eau potable évidemment, l'eau à boire, l'eau pour refroidir les appareils électriques qui dégagent beaucoup d'énergie, l'eau que vous pouvez dissocier avec des panneaux solaires ou toute autre source d'énergie pour faire de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà. Et vous avez toutes sortes de matières premières sur Mars, faciles d'accès. Vous avez du gypse. On en parlait du gypse. Vous avez du gypse partout sur Mars. Mais le gypse, c'est fantastique. Vous faites du plâtre, vous le chauffez, vous faites du plâtre. Donc vous pouvez faire déjà une architecture sur Mars. Vous avez l'eau, alors vous avez tout pour faire du plâtre. Vous avez plein d'argile, donc vous pouvez faire des briques. Vous avez plein de pierrailles, vous pouvez faire du gravier et du ciment. Le calcaire, oui. Le calcaire, ça manque un peu pour faire votre ciment.
mais vous avez des ressources phénoménales. Et un endroit merveilleux. Enfin, il y a des panoramas sur Mars. Je m'y balade tous les jours. Valles Marineris. C'est grandiose. Oui. Olympus Mons. Olympus Mons a un super volcan bouclier immense. Les Grands Canyons, des vallées asséchées. Des dunes. Des dunes, des mésas, une magnifique caldeira, les cratères d'effondrement. Voilà. Alors, si vous aimez la végétation, c'est pas vraiment l'endroit. Il faut vraiment aimer le minéral et la couleur rouge. Mais c'est beau. C'est une planète rouillée. C'est une planète rouillée, très belle. Et j'imagine, alors évidemment, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais j'imagine qu'une branche de la civilisation humaine s'y développera et peut-être deviendra indépendante de la civilisation terrestre parce qu'elle en aura marre de payer des impôts. Et, ça va faire des guerres, ça. Là, ça rappelle comment les États-Unis sont nés. Hein. Au bout d'un moment, ils sont détachés de l'Angleterre sur des histoires d'impôts. Sauf qu'il n'y a pas d'Indiens sur Mars. Hein. Heureusement. Parce que, hélas, on a la mauvaise réputation, évidemment, les civilisations avancées, de détruire toujours les civilisations moins avancées qu'elles rencontrent. Et ça, c'est évidemment un très gros drame de notre espèce. Mais d'ailleurs, est-ce que ça serait véritablement exagéré ou avoir une vision un petit peu de science-fiction de dire qu'il y a eu de la vie sur Mars, ou est-ce qu'il y en a peut-être encore ? Oui, moi je suis très optimiste là-dessus. Là aussi, on n'a pas de preuves, on a des indices très ténus qu'il pourrait y avoir quelque chose. Moi je dirais, je serais plus étonné qu'il n'y ait pas de vie sur Mars, plutôt que être étonné qu'il y en ait. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Mars, à la même époque où la Terre a été baignée par des océans et a vu la vie se développer très vite, ça c'est déjà un point très important. C'est que sur Terre, la vie a commencé très vite. C'est pas quelque chose qui a pris du temps à se faire. C'est que dès qu'on a les premières mers, on trouve des fossiles de bactéries ou en tout cas des fossiles chimiques, on va dire, des traces chimiques qu'il y a eu déjà manipulation par la vie du milieu marin. Et puis ensuite, on a les premiers fossiles de bactéries. Mars, à la même époque, avait des lacs et des mers. C'est clair, on a la preuve. On a des lacs asséchés de l'époque, on a des mers, à mon avis, également asséchées de l'époque. Donc, elles ont connu des démarrages similaires. En plus, il y a un jeu de ping-pong entre les deux planètes. Ils s'envoient des roches l'une l'autre. Dès que vous avez un impact sur une planète, elle arrache des blocs qu'elle envoie dans l'espace et qui croisent, au bout d'un moment, une autre planète. On reçoit des météorites de Mars. Mars reçoit des météorites de la Terre. Or, on sait que des bactéries résistent très bien au vide, etc., surtout s'ils sont dans une infractuosité de la roche, et peuvent survivre à de longs voyages à travers l'espace. On en fait même des démonstrations en emportant des bactéries dans la station spatiale qu'on met à l'extérieur, sur la paroi, etc. Par contre, est-ce que la bactérie va survivre à une décélération et l'accélération, une entrée dans l'atmosphère? Et puis Oui, les bactéries résistent. On fait même des tests d'ailleurs. Vous avez des spécialistes, j'ai oublié son nom d'ailleurs en Suisse. Il fait des tests au labo où il met des bactéries dans des balles de fusil. Il les envoie sur des cibles et elles résistent à des accélérations et des décélérations donc de milliers de G. Non, moi même si la vie s'était pas développée de façon indépendante sur les deux planètes, je serais étonné qu'on n'ait pas exporté la vie nous-mêmes par impact à la planète Mars. Donc la Terre, où se trouve-t-elle? Donc la Terre, bien avant nous, était déjà une pollueuse. Voilà, on polluait déjà sans le savoir. C'est l'extérieur de Mars, c'est son sol qui pour le moment n'est pas très fertile, on va dire, pour le développement de la vie, parce que vous n'avez pas beaucoup d'atmosphère, vous êtes irradié par les rayons ultraviolets, les rayons cosmiques, etc. quand vous êtes en surface. Mais il suffit de vivre en profondeur. Une bactérie, une colonie bactérienne ou quelque chose de plus évolué ou de moins évolué, si elle a trouvé sa petite niche à quelques centaines de mètres de profondeur où il fait plus chaud en plus par le gradient thermique quand vous descendez dans une planète, où il y aura un peu plus d'eau liquide parce que même si c'est asséché en surface, parfois vous pouvez avoir des poches sans doute avec plus d'humidité en profondeur, vous avez des conditions quand même agréables pour une bactérie, donc ou quelque chose qui ressemble. Donc moi, oui, je suis très optimiste qu'on va trouver quelque chose. Et c'est pas le seul endroit dans le système solaire. Oui, il y en a quelques autres. Encelade. Oui, Encelade. Et puis avant même, vous avez Europe. Oui, Europe. Lune Encelade. de Jupiter qui a un océan, ça s'est prouvé, un océan liquide souterrain sous sa couche de glace. On est loin du Soleil, donc il fait froid en surface. Il fait à peu près moins 200 degrés. Enfin, un peu plus chaud que ça. Il doit faire du moins 160, moins 170 à la surface d'Europe. Mais quand vous descendez, pareil, vous avez un gradient thermique.
Et vous avez, on a calculé à peu près plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, sinon 100 kilomètres d'épaisseur d'eau, tout à l'intérieur du manteau d'Europe. Vous avez une mer sous pression qui est à l'intérieur de cette boule de glace et qui, dans le sol, est chauffé, le plancher est chauffé parce qu'on sait qu'il y a du volcanisme, enfin on a déduit qu'il y a du volcanisme certainement sur le plancher de cet océan, donc vous avez de l'énergie, vous n'avez pas besoin d'avoir de la lumière pour avoir de la vie. Alors ça c'est quelque chose, on s'est adapté, la photosynthèse, ça a été inventé bien après les premières bactéries qui, elles, se débrouillaient au fond des océans par 3000 mètres de profondeur. Donc Europe est également un bel endroit, un peu plus difficile à explorer. Faut creuser. Oui, il faut creuser. Il faut creuser parce que la couche de glace au-dessus de l'océan, elle fait plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Donc prenez votre pic et votre pioche. Mais on y pense déjà. Hein. Il y a déjà des ingénieurs qui sont en train d'essayer de fabriquer faire des taupes. Voilà. Oui, qui descendraient. Qui descendent, soit en fondant, parce qu'on pourrait fondre la glace et petit à petit. Oui, se laisser descendre. Alors, on a totalement toutes les conditions, comme je disais. On a l'eau, donc solvant. Oui. Solvant, on a du carbone. Oui. On a la température. Il faut une source d'énergie. Vous donc avez les 3 ingrédients de base. On a vraiment tout. Voilà. Alors, ça sera intéressant de voir si la vie est unique à la Terre, dans notre système solaire, ou si elle a pu prendre pied, c'est le cas de dire, sur un autre monde, ou dans un autre monde. Et Vénus. Ouf. Alors Vénus, on pourrait... Alors c'est le problème inverse. Vénus est trop chaude, trop proche du Soleil, effet de serre absolument invraisemblable à cause de son épaisse atmosphère de dioxyde de carbone. Donc là, au contraire, vous avez au sol 450 degrés Celsius, jour et nuit, ce qu'on appelle une canicule. Grosse canicule. Et il faut monter assez haut dans l'atmosphère de Vénus pour avoir des conditions qui deviennent potables. 70 km, je crois. Oui, c'est ça à peu près, 60-70 km. Là, vous arrivez à 1 bar de pression, des températures douces au-dessus du 0 degré et de la vapeur d'eau. Donc, souvent il y a pas mal d'acide sulfurique dilué dedans. Ça va, c'est gentil. Ouais, bon. Mais je suis pas sûr s'il n'y a pas un peu des zones qui sont un peu délestées de soufre et qui sont un peu plus de l'eau, un peu plus, on va dire, potable. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vie aérienne ? Est-ce qu'il y a un biologiste qui avait émis cette hypothèse ? Tout à fait. En regardant, et jusqu'à présent d'ailleurs, on a, je crois que c'est dans l'ultraviolet, on a des bandes d'absorption qui nous prouvent qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère de Vénus qui intercepte les rayons ultraviolets, qui les bloque, c'est-à-dire qui les utilise. Donc, énergie. Comme nous, par exemple, notre végétation, elle utilise la lumière rouge. C'est pour ça que la végétation est verte. C'est qu'elle pompe le rouge et elle réfléchit le vert. C'est pour ça que vous voyez votre végétation verte. C'est parce qu'elle aime le rouge. C'est marrant, c'est comme ça. Hein. Et pareillement, là-haut, vous avez quelque chose qui aime l'ultraviolet à une certaine fréquence. Alors, est-ce que c'est une réaction chimique particulière qu'on n'a pas comprise ou est-ce que c'est quelque chose de biologique ? Là aussi, on peut spéculer. Ouais, parce qu'on a toujours ce schéma un peu... on va dire, j'allais dire anthropocentriste, non, c'est pas vraiment ça. Géocentrique, on va dire. Ouais, géocentrique, qui veut qu'on compare la vie à ce qu'on a autour de nous, mais tout peut-être que la vie trouve d'autres... J'ai parlé comme Malcolm. Oui. Trouve son chemin. La vie trouve toujours un chemin. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que le fait qu'il y ait de l'acide dans l'atmosphère de Vénus, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Non. Parce qu'il y a vraiment... On le disait tout à l'heure, des bactéries qui peuvent s'adapter à énormément de conditions. On a des archéobactéries, des bactéries acidophiles, des bactéries basophiles. Donc, il n'y a vraiment pas de barrière à ce niveau-là. Il y a des bactéries qui vivent dans la croûte terrestre. Enfin, bon, on peut en retrouver partout sur Terre. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de raison de se bloquer en se disant qu'il y a des conditions qui pourraient empêcher la vie de se développer. Comme on le disait, il y a des effets de panspermie où les roches peuvent se balader d'un endroit à un autre. Voilà, tout à fait. On a même eu d'ailleurs une petite visite de Oumuamua, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc oui, c'est ça, une espèce de... pas une comète, mais vraiment un objet venu extrastellaire. Oui, tout à fait. L'OVNI, là. Oui. Non, parce que il y en a qui ont détourné un petit peu l'information en disant que c'était un vaisseau spatial. Oui, c'est un vaisseau spatial parce qu'effectivement, il avait une forme très très bizarre. Il avait une forme allongée en tablette, un peu comme le monolithe de 2001, voilà. c'est de l'espace. C'est vrai que nous, par exemple, on n'a jamais vu de site ou même d'endroit où on voit des roches plutôt longues.
allongé comme ça, comme une plaquette. on C'est voit vrai pas, hein. On a jamais vu ça. que c'est tu très parles particulier. peut-être des frites. Oui, des Ah oui, frites. alors ils avaient des frites volantes. C'est les schistes qui se débitent en frites, Oui, en effectivement. Oui, voilà. Après, oui, pourquoi pas. Est-ce que ce serait justement la cristallisation de la roche qui aurait permis justement, un peu comme les orgues basaltiques qui prennent justement cette forme. C'est très Pourquoi bizarre pas, de dire cette forme. ouais, je veux dire personnellement, je pas la trouve comme- très bizarre. Hein. m- Pas m- commune. Hein. Moi, ce que je Non, trouve dommage, alors, effectivement. justement, on va peut-être finir là-dessus. Cet objet vagabond qui nous a rendu visite il y a il y a plus d'1 an maintenant. Le gros problème, c'est que c'est dommage qu'on l'a pas détecté plus tôt pour envoyer peut-être une mission pour l'explorer, parce que ça, c'est dommage, parce que là, il est déjà Ça trop me tard. rappelle énormément 2001, l'Odyssée de l'espace, quand même, tout ça. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Hein, oui, hein. oui, c'est pas faux. Pour Mais- ceux des auditeurs qui n'ont pas encore vu ce film, bon, il faut le voir en grand écran, si possible. Ou hein, le mais c'est roman. un film à voir. Oui, le roman, oui. Ou lire le roman d'Arthur C. Clarke. C'est ça. Mais c'est ça qui est bien dommage là-dessus, c'est que c'est pas, je vois pas le côté un peu fantasmagorique, le fantasme de genre de trouver peut-être une origine de la vie ailleurs, ou peut-être même trouver peut-être une trace d'intelligence d'intelligence extraterrestre, excusez-moi. Oui. Mais non, d'abord déjà trouver peut-être des éléments chimiques peut-être différents, ou même des organisations d'éléments peut-être différentes chez nous. Qu'on connaît bien, parce qu'en laboratoire, Ouais. on peut fabriquer un peu C'est tout ce qu'on veut. difficile. Voilà, c'est vrai que les éléments de l'univers, il faut pas. Ils sont connus. Hein, Ah il y oui, en ils a sont une connus, tout à fait. centaine et il n'y en aura Le pas d'autres. Hein. C'est le tableau périodique. des éléments. Non, mais des Euh, associations peut-être qu'on connaît Des pas. associations, pareillement, c'est difficile de les imaginer, sauf à un niveau très sophistiqué. Mais c'est vrai que la voie royale, comme on dit, de la vie, c'est quand même les molécules à base de carbone et dans un solvant comme l'eau liquide. Ça paraît géocentrique comme raisonnement, mais disons que les lois de la chimie et de la physique sont universelles, donc c'est pas seulement sur la Terre, pour la Terre que je dis ça, c'est que ça a l'air d'être vraiment la voie la plus facile pour faire des associations moléculaires complexes, c'est-à-dire la vie in fine, et qu'il y aura des variantes. Mais j'ai du mal, je ne suis pas biologiste, hein, mais j'ai du mal à imaginer des vies qui seraient basées sur Silicium. d'autres éléments. Ouais, par exemple, il y avait eu silicium qui a été. On avait dans- du silicium, mais le silicium, cycle je il y a le connais cycle bien. du soufre, il y a Ouais, le ouais. cycle Oui, de soufre, l'acide oui. citrique. Enfin, Mais le silicium, ça donne des choses admirables qu'on appelle les Compliqué. silicates. Mm. Voilà, et les silicates, c'est quoi? C'est des minéraux. C'est des minéraux. C'est des ouais. minéraux et qui demandent énormément d'énergie pour changer leur structure. Ce qui fait la grande diversité de la vie À base de carbone. terrestre, à base de carbone, c'est qu'il faut peu d'énergie pour briser et recombiner des liaisons du carbone. Et c'est ça qui donne toute l'architecture incroyable du vivant qui peut évoluer très facilement avec peu d'énergie dans le temps. C'est vraiment... Ce sera très difficile de faire quelque chose d'aussi compliqué qui peut évoluer aussi vite et donner autant de variantes que si on passe pas par cet élément-là. Donc, comme je dis, je suis pas biologiste, mais bon, c'est Oh, de bonnes bases quand même. ma petite intuition. C'était cool, Charles. Hein. Un voyage Franchement, c'est un sacré voyage. lunaire, on et puis on est allé plus loin lunaire, encore. voilà. Hein. On a été vers Mars, on a même Oui. été jusqu'à Encelade, Europe, Voilà. Vénus, voire plus loin. Uma. Uma, donc un visiteur devenu d'ailleurs, comme diraient Oui, c'est ça, ouais. justement les petits bonhommes verts dans Toy Story. Et je te remercie énormément, Charles Franklin. Ça a pour été ta un présence plaisir aujourd'hui. de venir. Et on va finir par une petite promotion. Ah ben voilà. Parce que bah tiens. justement, on n'a pas précisé trop les différentes missions Apollo. Et j'invite tous nos auditeurs à lire le dernier ouvrage de la plume de Charles, qui est donc l'aventure Apollo. Alors déjà, je le montre parce qu'on a une caméra, puisque l'épisode de cette émission de radio sera aussi diffusé sur la chaîne Graines de Savoir. Donc, Apollo... L'aventure Apollo, écrit par Charles Frankel. Donc ça part direct. On parle déjà d'Apollo 1, donc malheureusement l'incident tragique, Ouais. jusqu'à la dernière mission, donc Apollo 17. C'est ça, c'est les anecdotes de tous les vols, avec un peu les dialogues de ce qui se passe à bord et des choses comme ça, puisque voilà, on vit un peu l'aventure Apollo, et les différentes missions, et j'ai eu la chance de rencontrer la plupart de ces hommes qui ont marché sur la Lune. Donc voilà, j'essaye d'insuffler un petit peu mon appréciation pour ces personnages, haut en couleur, et surtout qu'il y avait un grand sens de l'humour. La plupart, et ça on s'en rend pas compte, mais la plupart étaient extrêmement, d'abord intelligents, un sens de la répartie, un sens de l'humour, même dans des conditions extrêmement dures pendant le vol spatial, ils n'arrêtaient pas de faire des blagues. Et ça c'était extraordinaire.
Et donc, je crois que pour toi, la meilleure mission, ce fut la mission Apollo 12. Oui, Apollo 12. On se souvient d'Apollo 11, Armstrong, Aldrin, Collins. On ne se souvient pas d'Apollo 12, qui a lieu que 4 mois plus tard, en novembre 69, avec un équipage génial. Pete Conrad, qui était mon astronaute favori, hélas, il est mort dans un accident de moto. On ne pouvait pas le changer. C'était un amateur de tout ce qui se pilotait. À 70 ans, mort d'un accident de moto. Et Pete Conrad, que j'ai eu la chance de connaître et de passer du temps et de faire des vols en hélico avec lui, etc., était, avec un sens de l'humour, un type génial. Voilà. Et il y avait un Gaston Lagaffe dans le lot. Et il y avait, pardon, Il y avait un Gaston Lagaffe dans le lot. un Gaston Ah, Lagaffe. il y avait quand même un petit... celui qui, en plus... alors lui, il arrivait que des ennuis avec la caméra. Ah, Alan Bean. Voilà, il a grillé en arrivant sur la... Bon, j'en dis Ah pas oui, plus, oui, vous pourrez voir les Oui, détails. oui, oui. Il a grillé en arrivant sur la Lune. Et en Il plus, grille la caméra, et ouais. il se la prend en pleine figure. Il se prend une autre caméra en pleine figure lors de l'amérissage qui le rend KO. Il se pose dans l'océan Pacifique, inanimé. Parce qu'il a reçu une caméra qu'il avait mal mis dans sa soute au-dessus de lui. Hein. C'est comme dans les cabines d'avion. Hein. Faites attention aux objets qui peuvent tomber. Ben, lui, s'en est pris une. C'est Alan Bean, c'était pas Mr. Bean, c'est Alan Bean. Et c'était le coéquipier de Pete Conrad. Donc Apollo 12, c'était une mission géniale. Et je crois que c'est même lui qui l'avait conseillé, Pete Conrad. pour la Oui, mission. ah oui, Pete Conrad le voulait absolument Ouais, c'est comme son coéquipier. pote, un peu, c'est un peu, ouais, il ça- l'avait eu en tant qu'élève quand Mm. Pete Conrad était instructeur de vol, de pilote d'essai. Il avait eu Alan Bean comme élève et il avait apprécié ses qualités humaines et il le voulait à bord. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Et donc, si vous voulez continuer à savoir, en savoir un peu plus sur l'émission Apollo, n'hésitez pas. Moi, ce livre-là, je l'ai dévoré. Je te le passerai, hein, Nico? Pas de souci. Je te le passerai. Non, franchement, il se dévore, mais c'est de la vulgarisation. Oui, mais c'est pas vraiment de la vulgarisation parce qu'on parle pas vraiment ici de science pure. On parle de Non, l'histoire. c'est l'aventure. Voilà, C'est l'histoire de ces hommes. l'aventure, Ouais. voilà, de ces missions Apollo. Donc dans les années 60, fin des années 60 et début des années 70. Et donc, je te remercie encore une fois. Bon, merci Charles, merci Nico aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Merci Kenneth aussi qui nous a filmé encore une l'image. fois. Voilà l'image, les passeurs d'images et de son, donc également qui sont les voisins de la radio Plume FM. Et bien sûr, on l'a pas entendu tout le long non plus. C'est merci à Clément qui a fait donc l'enregistrement et qui s'est occupé de la régie lors de l'émission. Et donc je vous dirai à tous, comme dans l'émission. Alors. Ah oui, une petite chose, on pourrait le dire ça dans l'émission de radio. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce qu'on fait, Sican qui a également une chaîne YouTube qui s'appelle donc Paleo World, donc sur YouTube, et moi, et également avec souvent l'aide aussi de... Tu ne t'es pas présenté. Je ne suis pas présenté. Non. Ah c'est vrai. Je m'appelle comment? Mais oui. Je m'appelle Guy Manuel. Donc Guy Manuel, donc alias Cusa aussi sur la chaîne Graines de savoir. Donc n'hésitez pas aussi à y aller. Et je vous dis à tous que la curiosité soit avec vous. À tout jamais. À tout jamais.